Je suis violemment modéré. Et je pense que mon propos a toujours été ferme, notamment sur la dénonciation du fascisme, du populisme autoritaire, des propos et des actes anti-républicains de la démocratie illibérale. J'ai toujours pris des positions tranchées contre les putschs, contre les juntes dans le Sahel, etc. Mais je vais quand même essayer toujours de formuler ces propos en prenant en compte la dimension de fond, parce que c'est important de savoir de quoi on parle, de définir les termes, de savoir de quoi on parle, mais en même temps de dénoncer, de critiquer, mais toujours, certes ferme, mais toujours dans la courtoisie et la responsabilité. Donc ma liberté de ton, c'est une question essentielle et je me la suis posée plusieurs fois avant d'adhérer à l'APR et je me la pose d'ailleurs toujours parce que la réflexion, elle n'est jamais terminée. Même ici à l'APR, je réfléchis encore, je m'interroge parce que c'est le sens finalement. La philosophie commence quand l'homme s'est étonné, puis s'est interrogé. Et donc du coup, non, je m'interroge encore sur quelle est la frontière entre ma liberté de ton, que l'on me connaît, mais avec l'exigence de solidarité, ici non pas gouvernementale, mais solidarité militante, ouais. Et quelles sont les marges de manœuvre dont je dispose pour faire avancer mes idées. Mais heureusement que nous avons un président de parti qui est un intellectuel, quelqu'un de très sérieux, de très ouvert. Macky Sall est quelqu'un de très ouvert à la contradiction, au débat. Et il faut le convaincre. Si tu as des arguments pour le convaincre, même s'il avait un avis, il peut changer d'avis. Et si tu arrives à le convaincre. Parlons de votre engagement au sein de l'APR. Vous avez observé ce parti gouverner pendant 12 ans et vous ne l'aviez rejoint qu'il y a juste quelques mois, en pleine introspection, disons à un moment improbable puisqu'il a perdu le pouvoir. Alors, faut-il voir de l'opportunisme ou un signe de courage de votre part? Bon, je pense que si j'étais opportuniste, je les aurais rejoints quand ils étaient au firmament de leur époque politique, quand ils étaient au pouvoir, parce qu'il faut savoir que je compte quand même beaucoup d'amis et de connaissances au sein de l'Alliance pour la République, mais je n'avais jamais émis le besoin d'y adhérer. Eux non plus ne m'avaient jamais appelé, pour être tout à fait honnête. Moi, j'avais un travail, je travaillais sérieusement comme fonctionnaire de l'État, et puis j'avais aussi une vie intellectuelle avec beaucoup de production intellectuelle, beaucoup de conférences ici et à l'étranger. Et puis je considérais que ce n'était pas le moment non plus pour moi de faire la politique, parce que je considérais que ma formation, en tout cas technique et administrative, n'était pas aboutie, et qu'il est important que nous tous nous engouffrions pas dans les partis politiques et qu'il y ait quand même certains Sénégalais qui tiennent l'État, parce que c'était la position de mon point de vue la plus révolutionnaire et la plus intéressante, c'était d'apprendre le service de l'État, c'était de me consacrer au service de l'État, tout en alliant au service de l'État une carrière d'intellectuel, d'auteur. Et à un moment donné, effectivement, vous l'avez mentionné au début, à part quand le PASTEF a multiplié les appels à l'insurrection en 2021, je me suis engagé comme intellectuel, en dehors de l'APR, pour combattre intellectuellement le PASTEF, mais dans les idées, en menant une bataille des idées. On va en revenir. Voilà, et bon, finalement, le PASTEF a gagné, est devenu majoritaire dans le pays. Il était pour moi important d'être cohérent et constant, en tout cas dans mes engagements et dans mes combats. Et c'était classique, finalement, de quitter le registre de l'observation et de l'analyse politique et être maintenant dans le combat politique, dans l'arène politique, mais toujours avec un besoin, c'est d'être dans la mêlée, mais en même temps en surplomb. C'est d'avoir suffisamment de hauteur pour penser les choses dans leur complexité et dans leur longueur, dans leur profondeur historique, mais être également dans la mêlée pour joindre ma voix à celle de mes camarades et faire face intellectuellement au PASTEF. Très bien. Alors, dans une correspondance qu'il a adressée au pasteur Jacob Verne en 1767, Voltaire, en contraste avec Rousseau, disait « Jean-Jacques écrit pour écrire, moi j'écris pour agir ». Hamidou Anne, longtemps vous avez agi à travers vos écrits avant de considérer à un moment donné que la plume ne suffisait plus, qu'il faut de l'action. Alors c'est ainsi que vous atterrissez à l'APR. Quelle va être votre valeur ajoutée dans l'espace politique en général et au sein de l'APR en particulier? Parce que vous disiez quelque part qu'il faut faire la politique autrement. Absolument. En essayant, de manière courageuse, téméraire de ma part, de réconcilier Voltaire et Rousseau, moi je disais que je suis
profondément habité par la philosophie de la praxis. C'est-à-dire que penser son action et agir sa pensée. La politique, c'est marcher sur deux jambes. C'est penser l'action dans sa profondeur, dans sa subtilité et dans sa finesse, mais en même temps agir pour aller porter la parole de la transformation radicale de la société dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment les plus précaires, en l'occurrence les jeunes et les femmes, sur le terrain. Et en arrivant à la paire, effectivement, c'est une phrase très courante. Tout le monde dit qu'il veut faire la politique autrement. On a vu les partis anti-système le dire. Quand Macron en France est venu, il l'a dit. Le PASTEF l'a dit. L'Alliance pour la République en 2008, quand ils ont monté leur parti, ils l'ont dit. Donc, tout le monde... Bon, pour moi, c'est un peu un lieu commun. Mais ce qui importe en l'occurrence, en revanche, par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière concrète. Comment est-ce qu'on pense les choses dans leur complexité, dans leur globalité, en ayant aussi le courage et la lucidité de se dénoncer soi-même, de dénoncer les tares du régime APR quand ils étaient en place, des choses que j'avais critiquées à l'époque, et je continue également à formuler des critiques si le besoin s'en fait ressentir. Donc c'est d'abord qu'est-ce qu'on fait dans la pensée. Comment repenser complètement le logiciel politique et idéologique du parti, comment repenser sa méthodologie d'action, comment réenchanter finalement un véritable désir de militantisme au sein de l'appareil de l'Alliance pour la République, et comment surtout refaire de la République un mot au centre de notre action politique. Ce n'est pas par hasard que ce parti s'appelle Alliance pour la République. Dans ce parti figurent des libéraux qui viennent du PDS, des communistes, des sociodémocrates comme moi, mais tous, nous faisons, comme dit Jean-Pierre Chevènement, nous faisons mélange. J'aime cette belle expression. Nous faisons mélange autour de l'idée de la République. Donc c'est pour ça que je suis là, d'abord. Ensuite, je suis là pour aller... Parce que l'APR a un bilan économique extraordinaire. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un bilan extraordinaire. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois que les oppositions de l'époque critiquaient, ils disaient oui, nous critiquons le bilan immatériel, mais pas le bilan matériel. C'est à partir de ce bilan, faire aussi le diagnostic de pourquoi, malgré ce bilan, l'APR a perdu et a eu le score qu'il a eu à la dernière présidentielle. C'est partir de ce bilan-là pour bâtir un nouveau programme politique pour les échéances à venir, avec un mantra, faire plus et faire mieux. Faire plus et faire mieux. Comment continuer à bâtir des infrastructures, comment construire des universités, des hôpitaux, des centrales énergétiques, des centrales électriques, comment prendre en compte la question du climat, comment prendre en compte la question de la santé, de la reproduction, comment prendre en compte la question essentielle de l'emploi des jeunes pour éviter que ces jeunes prennent des embarcations de fortune et partent. Comment faire plus pour davantage satisfaire les populations, mais comment le faire mieux. C'est comment mieux rationaliser la dépense publique, comment mieux avoir une traçabilité sur les circuits de financement des projets, comment mieux lutter contre la corruption, le gaspillage, etc. Donc, et troisièmement, ce qui m'amène ici aussi, en tout cas la mission qui m'a été confiée par le président Sall, c'est l'APR a subi beaucoup de critiques d'intellectuels, d'universitaires. Tout le monde a vu les pétitions qui se sont multipliées à l'époque. Beaucoup de jeunes, parce que quand on est jeune, on se construit contre le parti au pouvoir. Moi, je me suis construit contre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Les jeunes, aujourd'hui, qui n'ont pas l'âge de voter, ou les primo-votants, se sont construits contre Macky Sall. Donc, comment, à partir de ces malentendus, de ces colères, de ces reproches, finalement, s'expliquer, sur le bilan, en ayant la lucidité de reconnaître ce qui n'a pas marché également, mais à partir de ce bilan, comment aller à la reconquête de nouveaux militants, de nouveaux sympathisants, et comment défricher de nouveaux territoires de progrès politique, économique et social. Et comment aussi recréer un lien entre les intellectuels et les universitaires et l'APR, entre les think tanks, les associations de femmes, les mouvements de jeunesse. Donc c'est vraiment de rénover de manière globale le logiciel du parti pour le mettre plus en phase avec les aspirations des jeunes, avec aussi la modernité, parce que le parti aujourd'hui va fêter dans quelques jours son 17e anniversaire, donc ça commence à vieillir, et comment enfin créer une passerelle entre les espaces de pensée et les espaces de pratique politique pour que les espaces se nourrissent mutuellement. Alors, de la critique à l'exposition politique, quelle sera votre liberté de ton? Est-ce que, en vous confrontant aux réalités du terrain, vous ne risquez pas de modérer certaines de vos prises de position d'antan? Bon, moi, je suis violemment modéré, comme d'habitude. Violemment modéré. Je suis violemment modéré. C'est une phrase que j'ai entendue dans une région que j'aime beaucoup aller parfois. Je suis violemment modéré. Et je pense que mon propos a toujours été ferme, notamment sur la dénonciation du fascisme, du populisme autoritaire, des propos et des actes anti-républicains, de la démocratie illibérale. J'ai toujours pris des positions tranchées contre les putschs, contre
les jeunes dans le Sahel, etc. Mais je vais quand même essayer toujours de formuler ces propos en prenant en compte la dimension de fond, parce que c'est important de savoir de quoi on parle, de définir les termes, de savoir de quoi on parle, mais en même temps de dénoncer, de critiquer, mais toujours, certes ferme, mais toujours dans la courtoisie et la responsabilité. Donc ma liberté de ton, c'est une question essentielle et je me la suis posée plusieurs fois avant d'adhérer à l'APR et je me la pose d'ailleurs toujours parce que la réflexion, elle n'est jamais terminée. Même ici à l'APR, je réfléchis encore, je m'interroge parce que c'est le sens finalement. La philosophie commence quand l'homme s'est étonné, puis s'est interrogé. Et donc du coup, non, je m'interroge encore sur quelle est la frontière entre ma liberté de ton, que l'on me connaît, mais avec l'exigence de solidarité, ici non pas gouvernementale, mais solidarité militante, et quelles sont les marges de manœuvre dont je dispose pour faire avancer mes idées. Mais heureusement que nous avons un président de parti qui est un intellectuel, quelqu'un de très sérieux, de très ouvert. Macky Sall est quelqu'un de très ouvert à la contradiction, au débat. Et il faut le convaincre. Si tu as des arguments pour le convaincre, même s'il avait un avis, il peut changer d'avis. Et si tu arrives à le convaincre. Ouais. Alors, vous voulez donc dire qu'entre la pensée politique que vous avez longuement développée et la réalité du terrain, il n'y a pas un risque de hiatus maintenant que vous êtes passé du rôle de théoricien à celui de praticien avec toute la complexité que cela implique? Non, je ne suis pas passé de théoricien à praticien. Je suis les deux. Je suis encore dans les deux. J'écris toujours. Là, vous m'avez trouvé en train de travailler. Donc, j'écris toujours des réflexions sur la politique. Je travaille sur un ouvrage actuellement aussi sur la théorie politique parce que je considère que la politique marche sur ces deux jambes. C'est-à-dire qu'on fait de la théorie parce qu'il faut penser son action, mais une pensée finalement qui n'est pas suivie d'action, elle est vaine. Et on agit aussi sa pensée parce qu'une action qui ne s'ancre pas dans une pensée profonde et complexe, c'est une action finalement décousue, désordonnée, et il peut y avoir une distorsion entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, et vice-versa. Donc je continue d'être le théoricien que les gens connaissent, donc je produis la réflexion, là j'ai donné une conférence à Sédhiou il y a quelques jours, j'en donnerai une autre, j'étais à l'étranger pour aussi donner des conférences, et j'écris, je produis, mais je parle aussi, je rencontre beaucoup de militants, beaucoup de responsables. Donc voilà, je ne pense pas de l'un à l'autre, je suis dans une forme d'alliage, de mélange entre les deux, et puis ils se recoupent vraiment. Donc vous êtes toujours théoricien et en même temps praticien cette fois-ci. C'est ça. Alors, la descente dans l'arène politique, c'est quelque chose qui était latent chez vous ou bien c'est la radicalité du PASTEF qui vous y a contraint ou plutôt précipité ce choix? Non, ça a toujours été latent par contre chez moi. Moi, j'ai toujours adoré la politique. Je pense que toutes les personnes qui me lisent depuis des années savent qu'à la limite, je parle de 60% de politique et 30% de culture. Et d'ailleurs, je retrouve beaucoup de la culture dans la politique et vice-versa. Oui, j'ai toujours été passionné par ça. Je suis la politique au Sénégal, en France, au Mali, jusqu'au Népal, au Vietnam, aux États-Unis. Donc, je suis la politique quasiment dans beaucoup de pays. C'est un peu le cœur battant finalement de mon travail depuis longtemps. J'ai écrit une pièce de théâtre aussi qui est très, très politique. Non, la politique, je pense que c'était une question de temporalité en fait pour rejoindre l'arène politique. Après, c'était les formes qui pouvaient être interrogées. Est-ce que je rejoignais plutôt tel parti ou tel autre? Est-ce que je lançais moi-même ma formation politique? C'est pas un mystère c'est un mystère pour personne que je suis de gauche, issu de la social-démocratie. Et voilà, non, mais pour moi, c'était une question de temps. Quel regard aviez-vous sur l'APR de l'extérieur pendant sa gouvernance, ces 12 ans de pouvoir? C'est une question très importante. Moi, j'avais un regard particulier sur l'APR parce que j'ai la particularité de compter beaucoup d'amis qui sont membres fondateurs du parti. Donc, en fait, je connaissais un peu le parti, un peu de l'intérieur, et je l'ai vu aussi gouverner. Donc, j'ai vu le parti quand même réussir à moderniser, en tout cas notre pays sur bien des aspects, il faut le reconnaître, avoir un bilan politique, économique que je trouve exceptionnel, continuer l'ancrage de notre démocratie, et ça c'est un processus. Senghor a fait, Diouf, Wade, le président Sall aussi, a continué finalement dans cette trajectoire d'ancrage et de modernisation de la démocratie. Mais la critique que je formulais souvent à l'encontre de l'APR, c'était que c'est un parti qui ne me semblait pas donner une grande importance à la pensée, à la théorie. Or, elle est importante.
Pour moi, c'est un parti qui s'est beaucoup focalisé dans les infrastructures, dans les centrales énergétiques, dans la construction de beaucoup de choses. Et c'est très bien, parce qu'un pays aussi a besoin de se développer via des infrastructures. Mais de mon point de vue, quand on a gouverné 12 ans, le parti n'a pas eu une forme d'hégémonie intellectuelle dans l'espace politique, hégémonie au sens gramscien du terme. C'est-à-dire que le parti n'avait pas suffisamment imprégné le sens commun à travers ses idées, ses réflexions, ses pensées, et on ne retenait pas grand-chose en termes juste de pensée pure et de théorie politique pure. C'était plus un parti de bâtisseurs, de faiseurs, mais qui a, de mon point de vue, un peu négligé la pensée. Et j'ai écrit il n'y avait pas de formation non plus. Exactement. Et j'avais aussi écrit un texte en 2021, je crois, que tout le monde peut retrouver, où je reprochais ça au parti, à l'APR. Et je trouve qu'après les épisodes de violence que l'on a connus en 2021, la réponse n'était pas d'organiser des meetings un peu partout pour montrer une forme de démonstration de force. L'idée, c'était de s'asseoir et de repenser le modèle social sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, malgré ce bilan économique, qu'un homme qui est en indélicatesse avec la justice pour des histoires de mœurs puisse propulser par contre des centaines de milliers de jeunes dans la rue? Et de mon point de vue, jusqu'à ce qu'il y ait quand même une quinzaine de jeunes qui soient morts, je pense que cela valait une réflexion très sérieuse et très lucide. Avoir le courage de se dénoncer, de considérer que malgré notre bilan économique, il y a une forme de distorsion ou de distance entre les espaces de pensée et les espaces de pratique politique. Il y a une forme de distance, un fossé qui s'est creusé entre nous et la jeunesse qui ne comprend pas notre action politique. Là, je parle de l'action de l'APR, qui ne la comprend pas, même si elle bénéficie de ses universités, de ses routes, de ses autoroutes. Mais quelle est la réponse à l'interrogation fondamentale sur le sens même de la part de ces jeunes qui sont parfois pas en âge de voter, ou qui commencent juste à voter, ou qui ont la vingtaine, ou en tout cas tout début trentaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et de mon point de vue, le parti n'a pas suffisamment investi intellectuellement dans la pensée, dans la réflexion, dans la théorie, pour apporter des réponses qui puissent après être propagées pour constituer le sens commun et constituer une forme d'hégémonie politique, intellectuelle et culturelle. Et c'est ce que vous apportez aujourd'hui, ou bien que vous incitez à... Modestement, parce que moi je crois beaucoup, comme vous le savez, au combat culturel. Je pense que les défaites électorales sont précédées de défaites culturelles. Je pense que dès l'instant que le PASTEF tenait le là sur le discours et sur le récit, parce que le récit politique s'était plié quasiment, la consécration devait être juste une victoire électorale. En 2008, Macky Sall avait gagné la bataille culturelle. Donc 2012 ne devait être finalement qu'une forme de consécration. Donc je crois beaucoup à la bataille des idées, je crois à la victoire culturelle, qui préexiste finalement à la victoire électorale. C'est ce que modestement, avec beaucoup de camarades, de responsables, d'intellectuels, de penseurs, de cadres, surtout beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints dans le cadre de la cellule analyse et prospective, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Redonner une forme de réjouissance à l'idée même de penser dans le parti, redonner un sens à la réflexion politique dans le parti et anticiper. C'est pour ça aussi que le président Sall, qui est le créateur de la cellule analyse et prospective, a mis le mot prospective, parce qu'il considère que les partis agissent aujourd'hui, mais leur action a un impact effectivement sur les années et les décennies à venir, et qu'en fait le monde change très très vite. Vous avez vu l'intelligence artificielle, il y a des bouleversements extraordinaires, la question du climat. Comment anticiper les problématiques de demain, les interrogations de demain, en esquissant dès aujourd'hui des réponses? Alors, puisque vous vous réclamez homme de gauche, la question que je me pose, c'est pourquoi n'avoir pas choisi d'adhérer à un parti de gauche? Ou bien au Sénégal, pour vous, il n'y a pas de parti de gauche, comme dit quelqu'un, mais il y a plutôt des hommes de gauche. Non, il y a des hommes de gauche. Je vais citer mon ami Sambassi du Parti de l'Indépendance et du Travail, mon ami Nicolas Ndiaye. Non, il y a des hommes de gauche et des partis de gauche. Oui. Non, c'est indéniable. Le Sénégal, d'ailleurs, a une grande histoire de gauche, des courants marxistes, léninistes, maoïstes, il y avait des trotskistes, il y a même des gens de tendance Rosa albanaise, etc. Donc il y a dans l'éventail un peu des gauches, le Sénégal a tout eu. Mais je m'inscris beaucoup aussi dans la pensée d'un Babacar Sine, qui est militant communiste et qui a adhéré un moment au Parti socialiste en parlant d'un compromis historique entre le marxisme-léninisme et la social-démocratie, en considérant que l'économie de marché était devenue irréversible et que la pensée pure, fallait aussi l'insérer dans le cadre de la réalité politique de son action de l'époque. Et l'APR, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une alliance. Ici, nous avons des hommes de gauche.
Nous avons des communistes, nous avons des libéraux qui viennent du PDS, nous avons des gens qui viennent du nationalisme, des gens même qui viennent de courants conservateurs. Et le mot alliance est vraiment extrêmement important. Et le président Sall, avec qui j'ai eu une discussion la veille de mon adhésion, parlait de libéralisme politique, qui est une notion d'ailleurs au début de gauche, même si le mot libéralisme, à chaque fois qu'on le prononce, nos camarades un peu poussent les cris de leurs frères, mais il y a une distinction entre le libéralisme économique, voire le néolibéralisme économique, et le libéralisme politique issu de la philosophie du 19e, du 18e, mais qui a pensé la liberté, l'autonomisation de l'individu, la démocratie, mais dans le cadre de la vie en société. Donc l'APR est une alliance. Il y a une aile social-démocrate que j'incarne avec d'autres. Il y a des libéraux. Voilà. Après, il y a aussi la figure du président Sall qui a fait que je suis venu. C'est un homme, comme je vous ai un peu expliqué, voilà. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Et nos échanges, notre dernier échange avant que j'arrive m'a beaucoup convaincu et j'ai décidé de le rejoindre. Avez-vous des critiques à formuler sur la gauche sénégalaise, ou bien les gauches sénégalaises? Quelles sont ces critiques? C'est très facile, c'est difficile et facile en même temps. C'est difficile parce que je n'ai que des amis et il serait malvenu même de ma posture d'être un peu dans une position de non-leçon. Mais donc c'est difficile, mais c'est facile parce que j'y suis. Donc les critiques que je peux formuler à la gauche sénégalaise, voire à la gauche africaine ou européenne, d'ailleurs, je me les formule en même temps. Mais je pense que la gauche sénégalaise, elle a beaucoup été dans la position de porteur d'eau et jamais à l'initiative. Je pense qu'elle s'est... par réalisme, et ça c'est quelque chose que je tiens à saluer, elle s'est mise parfois dans des appareils, mais elle n'a pas tiré son épingle du jeu dans les appareils. Elle s'est perdue quelque part, a perdu son âme dans les appareils de les coalitions, notamment avec Diouf, Wade et Macky Sall. Deuxièmement, qu'à la gauche, elle n'a pas su moderniser, de mon point de vue, son logiciel, ses pratiques, ses façons de faire, pour être davantage attractive auprès des jeunes, notamment. Et de ce point de vue-là, la question du récit me semble extrêmement intéressante. Comment bâtir un nouveau récit qui puisse prendre en compte les aspirations classiques de la gauche, c'est-à-dire l'égalité, la justice sociale, la liberté, la démocratie, le centralisme, l'État, la notion d'État, et comment en fait aussi les insérer dans des problématiques aujourd'hui beaucoup plus modernes, comme l'écologie, les questions des droits des femmes, les questions des inégalités de genre, etc. Mais c'est une critique qui touche quasiment toute la gauche internationale, à part dans quelques pays, notamment en Amérique latine dans la dernière décennie. Elle a beaucoup de mal, la gauche française, vous avez vu l'état dans lequel elle est. Et d'où aussi, moi, l'intérêt que j'ai eu un moment beaucoup pour des lectures sur le populisme de gauche, c'est comment bâtir des chaînes d'équivalence entre les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, les mouvements écologistes, et comment en fait les lier finalement et les insérer dans la grande histoire, dans la grande tradition de lutte des gauches. Et comment aussi les partis politiques doivent, de mon point de vue de gauche, plus échanger, plus créer des liens avec les mouvements sociaux qui ont aujourd'hui l'avantage d'être plus ancrés sur le terrain, beaucoup plus proches des citoyennes et des citoyens. Donc voilà, c'est moins des critiques que des interrogations sur le sens, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de gauche dans le monde. Quand on voit ce que l'impérialisme américain, en tout cas, promeut avec la violence de la diplomatie transactionnelle. Quand on voit ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Soudan, en RDC et plus près de chez nous, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Quand on a vu aussi ce qui s'est passé ces dernières décennies en Tunisie, où nos camarades Chokri Belaïd, etc., ont été assassinés, on n'a jamais eu autant besoin de gauche. Or, la gauche n'a jamais, de mon point de vue, été aussi faible. Alors, ami de gauche, vous vous intéressez également à la politique sur le plan international. Je note que partout dans le monde, que les partis de gauche sont en perte de vitesse au profit des extrêmes, en l'occurrence l'extrême droite, ce qui a pu produire des Trump aux États-Unis, Milei en Argentine, Meloni en Italie, Orban en Hongrie, Modi en Inde. Et cette vague guette aussi la France, l'Allemagne, l'Espagne, un peu partout. Quelle lecture faites-vous de ces changements? C'est des changements effectivement très intéressants à observer.
Parce que autant on a eu, après la chute du mur, une forme de printemps des libertés, de la démocratie, mais il y a eu une gueule de bois peut-être 10 ans plus tard, parce que les mouvements progressistes de l'époque n'ont pas su répondre de manière concrète aux aspirations des citoyennes et des citoyens, notamment les plus faibles et les plus précaires. Et deuxièmement, à chaque fois que la gauche fait comme la droite, quand elle singe la droite, finalement, elle perd son âme. C'est-à-dire, elle fait comme la droite, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a vu en Angleterre, notamment avec les mandats de Blair et de Gordon Brown, que la gauche, finalement, a gouverné comme les libéraux. Aux États-Unis, les mandats de Clinton, puis ceux d'Obama et de Biden, la gauche, à peu près, a fait la même chose. En fait, il n'y avait pas grande différence entre les politiques de gauche et les politiques de droite. Et le cas le plus emblématique, de mon point de vue, c'est la France, où la gauche a gouverné pendant 30 ans, depuis le tournant de la rigueur de 83, quasiment comme la droite. Et à un moment, celui qui a compris ça, c'est Emmanuel Macron en 2017, qui explose et la gauche et la droite en considérant qu'ils faisaient les mêmes choses. Et on s'est rendu compte qu'il avait regroupé dans son mouvement des hommes issus de l'UMP, d'autres du PS, et que finalement ces gens qui faisaient semblant qu'ils n'étaient d'accord sur rien pendant 30 ans pouvaient gouverner autour d'une nouvelle matrice du centre. Donc c'est là où je dis que quand la gauche fait la même chose que la droite, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Elle perd son âme, elle ne défend pas celles et ceux qui doivent être les privilégiés dans ses plateformes politiques, en l'occurrence les femmes, les jeunes, la veuve et l'orphelin, comme on dit de manière classique. Et souvent, quand c'est les partis dits républicains, de l'arc républicain, que ce soit de gauche ou de droite, quand ils font à peu près la même chose, le risque, c'est d'ouvrir finalement la porte à des mouvements extrémistes. Vous avez cité Modi, vous avez cité Trump, vous avez cité Giorgia Meloni, qui vient même, elle, du post-fascisme. Et là, les Le Pen, Bardella sont un peu en route pour arriver à l'Élysée. Finalement, l'électorat ne se retrouve plus et considère qu'il faut tester autre chose de plus disruptif. C'est ce qui s'est passé aussi à peu près au Sénégal, où les électeurs n'ont jamais fait un pari aussi audacieux, aussi disruptif, parce qu'on considère que la classe politique traditionnelle, classique, mène à peu près les mêmes politiques économiques, les mêmes politiques sociales, et que nous ne parvenons pas à répondre de manière concrète aux préoccupations des gens. Nous allons peut-être tester autre chose, même si ils sont racistes, même s'ils sont xénophobes, même s'ils sont islamophobes, c'est pas très grave, on a tout tenté. Maintenant, on va essayer peut-être le pari de l'extrême pour voir si cela va marcher. Aussi, une bonne partie de la gauche occidentale, de manière générale, enfin internationale, a décidé de quitter ses fondamentaux. C'est-à-dire de ne plus défendre les ouvriers et les travailleurs. D'avoir finalement cédé ces causes à des syndicats de plus en plus faibles, parce que les ouvriers, les travailleurs, maintenant sont de moins en moins syndiqués, et que finalement on a laissé un bon pan de ces populations paupérisées et précarisées, et finalement qu'est-ce qu'on a fait? On les a même jetés dans les bras des mouvements xénophobes, populistes. Il y a des études très sérieuses qui montrent quand même la propension du vote ouvrier pour Marine Le Pen en France. Alors que pendant 40 ans, ces gens ont voté pour le Parti communiste, mais à un moment donné, on considère que les partis de gauche les ont abandonnés pour d'autres considérations, et qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers l'extrémisme, au moins qui fait semblant au moins de nous défendre.